Une histoire particulière. Ils portent des blousons kaki ou camouflage, des jeans coupés courts ou retroussés, délavés, javelisés, un t-shirt ou des chemises à carreaux, le tout agrémenté d'un ceinturon, de fines bretelles, de patchs et de badges. Ils ont le crâne rasé et dans les années 60 puis les années 80, ils appartiennent à un mouvement très connu, le mouvement skinhead. L'idée reçue, c'est que les skins sont des voyous stupides, violents, xénophobes et d'extrême droite. Au risque de vous surprendre, une grande partie des skins est antiraciste. Beaucoup d'entre eux écoutent des musiques noires, du ska et du reggae, l'équivalent jamaïcain de la soul et du blues. Skinhead, histoire de jeunesse. Un documentaire de Philippe Roisès, réalisé par Delphine Lemaire. Première partie, Farid, premier skinhead de France. Les skinheads, premiers fans de reggae en Europe. Difficile à croire, et pourtant. Le mouvement skinhead apparaît en Angleterre à partir de 1966. Avant eux, il y avait les Mods, élitistes amoureux de la musique noire américaine et des costumes italiens. De là, les jeunes éléments issus des quartiers populaires, enfants de la classe ouvrière, se coupent les cheveux très courts en réaction au psychédélisme et au mouvement hippie qui séduit surtout les étudiants des classes moyennes supérieures. Les skinheads sont nés. Ils s'inspirent des tenues vestimentaires des jeunes immigrés jamaïcains de leur quartier, les Root Boys, et adoptent leur musique. Entre 1968 et 1971, les skinheads popularisent le ska, le rocksteady, puis le reggae, dont les tubes envahissent le hit parade britannique. I want all you skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stomping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. Mais le phénomène de bande, la tradition de la bagarre entre mouvements de jeunesse, l'émergence du hooliganisme, entachent déjà leur réputation. Des bandes attaquent même parfois des jeunes Indiens et Pakistanais, non pas à l'époque pour des raisons politiques, mais parce que tout simplement, ils n'ont pas selon eux la classe des Jamaïcains. Le mouvement skinhead s'essouffle à partir de 1971 pour renaître en 1977 à la faveur de l'explosion punk. Le renouveau ska britannique, incarné par Madness, The Special, The Selecter, est plébiscité par cette seconde vague au look endurci. Les skinheads créent aussi des groupes, jouant un punk rock imprégné de chœurs de supporters de football. La musique Oi est née. La crise économique favorise le recrutement de certains par les partis d'extrême droite. De patriotes, une partie de plus en plus importante du mouvement se proclame nationaliste xénophobe, puis carrément nazi. De cette histoire, les médias n'en retiendront que ça. En France, où on dit skinhead, skin, ou en verlan no ski, le mouvement s'est exporté dès 1978. Il est né à Colombes, ville de banlieue parisienne, où j'ai grandi. Farid, le premier skinhead français, j'en ai entendu parler il y a bien longtemps, lorsque j'étais jeune punk. En fait, mes parents, faut parler plutôt de mon père, puisque la maman, elle suit. Farid. Il est venu en France dans les années 50. Il vient d'Algérie. Et en fait, ils sont venus s'installer en France parce que ils avaient faim. Et donc, après, c'était la recherche de l'emploi, quoi. Les boulots dégueulasses. Moi, je suis né à Nanterre en 63. J'ai 3 frères et une sœur, plus une qui est ma frangine d'adoption, en fait. Je suis sorti de l'hôpital quand je suis né pour passer au bidonville de la rue Colbert, dans lequel je suis resté jusqu'en 68. Ça, c'est à Nanterre ou à Colombes ? C'est à Colombes. Pas d'eau chaude, pas d'eau froide, pas de chauffage, des maisons de briques et de broc, comme les Roms, là, en fait. Électricité ? Non. Ah non. Pas d'évacuation, j'imagine ? Non. Et puis on était dans la boue en permanence, en fait. Alors,
Moi, personnellement, je l'ai bien vécu parce que j'avais mes 2 parents. Je savais pas qu'on était dans la merde, en fait. Et en 68, on a intégré une cité de transit. C'est du espèce de préfabriqué, recouvert d'une espèce de couche de métal. C'était un peu une banlieue dans la banlieue. C'était vraiment un peu le village maghrébin, quoi. Et là, c'est la première fois qu'on a découvert de l'eau qui sortait d'un robinet, de l'eau chaude. Alors, cité de transit, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est censé être provisoire. Oui, mais c'est toujours du provisoire qui dure. On y est resté de 68 à 72. Et à 72, on a enfin pu habiter dans un HLM lambda, quoi. Avec des Monsieur Dupont, Morel. En 72, j'ai perdu ma mère. J'avais 9 ans. Et à ce moment-là, les choses n'ont plus du tout été pareilles. Ça m'a rendu fou furieux. J'ai commencé à cogner sur les gens, en fait. C'est l'année où j'ai foutu le feu à l'armoire de la cantine à l'école. C'est la première fois que je suis revenu entre 2 gendarmes. T'as un père qui était dur. Très dur. L'espèce la plus dure. La pédagogie, on connaît pas trop. Grosso modo, c'était fais ce que je te dis et fais où je te dis. Sinon la rouste. Ton père, il en parle à toi et tes frères et sœurs du retour en Algérie? Ah ouais, bon, pour nous, c'était réglé, hein. Il n'y avait pas de Français qui tiennent. T'es pas Français, t'es Algérien. Je suis là pour travailler. Après, on rentrera chez nous. À l'école, on te donnait des bouquins, c'était des bouquins d'histoire. Moi, j'ai toujours kiffé l'histoire. Et c'était l'iconographie Napoléon III, avec Vercingétorix, la crinière en arrière, t'es au pied de César, augustement assis sur son truc, en train de jeter ses armes aux pieds, tout. Et puis là, je regardais César, je disais, putain, enculé de César. En fait, le fer à repasser France, il commençait à marquer, tout doucement, sans que tu t'en rendes compte. Ah ouais, t'as vu, mes ancêtres, ils coupaient du gui avec une robe blanche. Et puis après, t'arrives au sujet, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Et là, je lui dis, mais c'est pas nous les Arabes. Vers 12 ans, première garde à vue. Ceux qui m'ont appris le racisme, c'est la police. Alors eux, pas de pitié. Ah, ils m'ont fait baver des ronds de chapeau. L'autre jour, ils m'ont tapé. Shooté à coups de talon, sans pitié. J'ai découvert le punk en 77. J'ai 15 ans, 14-15 ans. Pour moi, c'était le coup de kick. Le côté de déglingo. Et rien à foutre de la mode, rien à foutre de rien, quoi, en fait. Musique déglinguée. Nos limites. Vous devenez punk à plusieurs? Ouais. Cupon, on était 3-4. Sham 69. Moi, j'étais fondu de ce groupe. Et un jour, j'ai vu des images de leur following, qui s'appelait la Sham Army. Des images de Reading, en 78. Donc ces photos, c'est le proche public de Sham 69 au Festival de Reading, c'est ça? Ouais. Et là, j'ai vu des Nusky et j'ai dit... Ah ouais. C'est les plus violents, c'est ça que je veux. Moi, les premiers que j'ai vus, hein, sur les images, des fachos. Mais bon... je suis facho, je m'en fous. La dégaine, je la veux, je la prends. Puis finalement, tout le monde a suivi le mouvement. Nous, on était tous des fils d'ouvriers. Et ça, c'est le côté qui m'a plu, parce que tous les Nusky, moi, que je voyais à l'époque, ou du moins les Anglais, on revendiquait tout ça. Working class, working class. Bon, après, il faut dire que pour les vêtements, on n'a pas été servi tout de suite. Il fallait pas compter sur
Coupe de douille bien propre, chemise Ben Sherman, Doc Martens. Ah non. Nous, c'était plutôt les bretelles épaisses comme 4 doigts, avec les fûts à la Charlot, les gros brodequins écrase-merde. Qu'est-ce qu'on était mal fagotés. Tondu à blanc comme ça, là, avec nous. Et ça jetait un froid. En fait, moi, je suis arrivé ici en fin 77. J'avais 14 ans. Et puis, le quartier m'a plu, et puis on a commencé à traîner là. On s'est installé à la fontaine, on n'a plus bougé. Donc ici, c'est la fontaine des Innocents. Voilà. D'abord, c'était vide. Il n'y avait que le trou. On venait de démolir les halles, donc tout n'était pas construit. C'était un peu décrépit. Il y avait un côté un peu zone. Tous ces commerces là, tu vois là, pommes de pain, machin, McDo, tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait une brasserie en face. En fait, la grosse transformation, c'était vraiment entre quand ils ont bâti le forum. Puis, après, tout s'est accéléré. Toutes les façades ont été ravalées. Après, c'est devenu café de commerce, petit bar branché. Alors, votre bande à vous, ce qu'on a appelé donc les skins des Halles, c'est qui? Ah bah c'est moi. Et vu que c'est moi qui ai lancé l'idée. Et puis en fait, c'est les potes de Colombe. Le noyau dur, quoi, en fait. Fan, Pierre, qui est devenu le fameux Pierre-Paul Jacques, son frère Hugues. C'est quoi le plus gros de vos activités ici? Boire, fumer, se battre, vandalisme. La dépouille? Pas mal aussi. Tu vas me donner tes chaussures. Tu vas me donner ton blouson. C'est des trucs, aujourd'hui, j'ai même du mal à m'imaginer, en fait. Comment vous voyez les gens, entre guillemets, normaux du coin? Tu vas halluciner. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de dingos? Parce qu'en plus, on était complètement fous, hein, faut le dire. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'es battu ici et vous deveniez potes Plein. Ah ouais. Quasiment du jour au lendemain? Ah non, mais pas du jour au lendemain. Moi, je me suis battu avec des mecs ici, on s'est rempli, et puis après, on allait boire un coup. Ce qui a dû marquer les gens, c'est de voir un petit agité comme ça, tout maigrichon, puis tout fou. Et qu'on n'a rien à foutre de rien, en fait. On était comme une meute de petits chiens de la casse, en fait. Des petits chiens perdus sans colis. C'est exactement ça. On se rappellera les filles idéales, au visage pas sentimental. On se rappellera pour pas oublier qu'on les a presque aimés. On se rappellera des skins des halles, à la fontaine des innocents, qui faisaient près aux passants en levant droit le bras. Farid, j'ai le souvenir d'un mec qui pesait 20 kilos, mais qu'on aurait déménagé des tonnes à lui tout seul, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce mec qui était capable de te coucher un mec qui avait 3 têtes de plus que lui, d'une patate, enfin. Moi, je l'ai vu une fois sur la fontaine, envoyé au tapis, un mec d'une droite. Madj, ami de Farid. Et surtout, de mecs qui avaient cette valeur en lui, de fraternité, de fidélité, en amitié, qui était capable d'aller jusqu'au bout. Mais c'est son caractère, hein. Alors, des fois c'est bien, des fois c'est un peu plus chiant, parce que bon, il est pas dans la demi-mesure, on va dire. Il fait pas les choses à moitié. Moi, je suis né en 63, donc l'immédiate fin de guerre d'Algérie. Moi, ma préadolescence, c'est les années 70. On était encore les enfants des Arabes, finalement. On n'était pas... il n'y avait pas ce truc de beurre. En 73, on a atterri ici, entre les Lilas, Romainville, Bagnolet. Donc ici, il y avait toute une école de grands voleurs à la tire. Et si tu veux, c'est les mecs avec qui j'avais grandi. Alors, moi, j'étais dans mon truc de rockers, machin, mais comme on était des mômes du coin, bon, des fois, je bougeais dans Paris avec eux. Et on traînait souvent rue du Faubourg-Montmartre. Et donc, un soir, en juin 80, on arrive vers 20h, rue du Faubourg-Montmartre, donc, et on voit plein de punks. Il y a un concert de Sham 69 au Palace.
Et d'un coup, on voit débouler 7-8 mecs, rasés, bomber vert, look skin. Mais voilà, mais moi à l'époque, je sais même pas ce que c'est. Finalement, des mecs qui ont mon âge, quoi, 16-17 ans. Tout le monde se précipite sur eux. Vous êtes quoi, machin, des fachos, nanana. Alors bon, je peux te dire que là, ça emmenait pas large. Et il se trouve que dans le lot, il y avait Farid, il y avait Albert, qui était un juif d'origine marocaine. Il y avait Couscous, un skin historique de Paris. Ils sont rentrés dans le concert, et le bruit est parti qu'il y avait des fascistes dans la salle. Donc ça a appelé partout. Là, t'as eu des mecs du Bétard qui sont arrivés en équipe, mais costaud, hein. Le Bétard, c'était une organisation, ouais, on peut parler de milice juive, sioniste. Et je te dis, il y avait peut-être 200 personnes devant le palace qui attendaient la sortie du concert. Je pense ce qui les a sauvés, c'est en fait la présence de Farid et Albert. Parce que moi, direct, j'ai vu Farid, je me souviens, je lui ai dit, mais t'es rebeu, toi. Et ça a tempéré le truc. Et finalement, de ce jour, j'ai traîné sur les halles avec eux. Pour moi, ça allait durer tout le temps. Aucune projection d'avenir. Aujourd'hui, je suis comme ça, c'est que demain, je serai aussi encore. Combien y a-t-il de skin entre sur la place de la République? Combien y a-t-il de skin entre dans les sous-sols de prise unique? Combien y a-t-il de samedi soir pour tous les rockers solidaires? Combien y a-t-il de lundi matin pour les rockers pensionnaires? La Souris Déglinguée, ça a été un groupe important pour vous. Ils ont été adoptés un peu, comme étant un peu le groupe de la rue, quoi. Ils ont quand même un côté populaire qu'ils ont mis en avant tout de suite. Concert de la Souris à l'Opéra Night. Bah, c'est un concert qui a très mal tourné. Il y a eu déjà plusieurs bastons pendant le concert. Et puis ensuite, il y a le frère d'une copine. Il s'est pris un coup de fusil à pompe à blanc par un des videurs. Bon, il l'a pas envoyé à l'hôpital dans un état super grave. Enfin, il l'a quand même brûlé, troué le blouson. Et alors là, tout est parti en sucette. On a tout pété dans la salle, puis après on est sorti, on a tout pété sur le boulevard. Toutes les vitrines sur le boulevard, les voitures. T'as fait un groupe, toi? Ouais. SAMU 92. Moi, je faisais chanteur, soi-disant. Un barailleur, plutôt. Enfin, j'ai pas baraillé longtemps, on a fait qu'un concert. Un de ces raffus infâmes. 5 minutes, baston général. Vous, la politique, c'était pas votre truc. Rien à foutre. La politique, c'était qu'un truc d'étudiant, en fait. Nous, on était tous dans la rue. Donc, dans la rue, on voulait boire, fumer, baiser, se battre, écouter du rock'n'roll. Les saluts nazis par provocation, ça existait. Ouais, il y en a eu. J'irais pas dire qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu. C'était pour choquer. Il fallait pas le faire quand Albert était là, déjà. Ça se passait très mal. Pourquoi? Albert était juif. Et donc, bon, il tolérait un coup comme ça ou deux pour la rigolade. Hein. Mais t'entêtes pas trop. Ouais, visiblement, il y avait des militants de la FAN, le groupuscule néo-nazi, qui traînaient aussi, et t'as dit une fois qu'ils auraient pu te récupérer. Bah, tu peux récupérer n'importe qui est en rupture de banc. Suffit d'y dire, le prendre au bon moment, lui dire les bons trucs, c'est arrivé à plus d'un. Hein. Et puis moi, c'est vrai que j'avais pas vraiment d'identité propre. Parce que pour te faire une identité, faut du solide, faut quand même du vécu, et quand même un petit peu de temps aussi. Et moi, j'étais trop jeune. Donc, j'avais déjà plus ma culture d'origine.
je commençais déjà à m'en écarter, puisque j'étais déjà moins en famille, plus dans la rue, et puis après, ma famille, c'était mes potes. Et puis, il y a quand même un truc, du fait qu'on soit né ici, tu grandis. Quand tu rêves pas en arabe, tu rêves en français. Ça, c'est un signe. Finalement, Etnoski, ça m'a permis de gérer mes problèmes d'origine, en fait. Vous allez plus me faire chier à vouloir être français, rebeu, ceci, cela, vas-y, je suis Noski, je t'emmerde. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Bon, j'ai vu tout le monde qui faisait la fête. Qui c'est ce Mitterrand? Moi, tout ce que j'ai retenu de cette soirée, c'est que ça courait dans tous les sens, dans la rue, ça chantait, ça gueulait. Je savais même pas qui c'était ce Mitterrand. Je connaissais même pas son programme. J'ai dit, la politique, c'était une autre planète. Je savais même pas qu'on avait des droits. Nous, on était hors circuit. Hein. Et après, quand en 83, il y a eu la marche pour l'égalité et contre le racisme, tu t'en souviens? Ça a évoqué quelque chose pour toi ou ça veut rien dire? Rien du tout. Moi, je me voyais pas dans la marche des beurs. Puisque moi, j'étais Noski. Et encore, je dis ça en 83. Faut être précis. J'étais un junkie habillé en skin. J'ai goûté le meilleur truc de ma vie. La solution à tous les problèmes. L'anesthésie générale. Moi, au début, j'ai pas perdu de puissance du tout. Hein. Ça, c'est les débuts. Hein. Après, quand tu commences à rentrer dans le truc, tu perds tout. Moi, je sais qu'il y a eu un avant et un après. J'ai plus jamais été le même. Même si j'ai récupéré, même si... Mais un truc s'est perdu, j'ai jamais retrouvé. Et vous êtes plusieurs de la bande à avoir plongé? La moitié. Il y a Franck qui est mort. Il y a Guillaume. Lui, il est mort pour un paquet d'héros à 10 queues, 100 francs. Il a pris un coup de couteau dans la carotide. On l'a vu se vider. J'ai lavé son sang, moi, dans la rue. À plein milieu de la rue Saint-Denis. Bon, et puis, il t'est pas vu, hein. 17 ans. Celui qui s'est pas fait tuer par coup de couteau, il est mort du sida. Parce que ça aussi, c'était une hécatombe. Tout le monde a contaminé tout le monde. Alors, quand tu arrives à trouver une seringue potable où tu peux te shooter correctement, bah, je vais te dire, hein, elle tournait pour 3 ou 4 mecs. Hein. Mais à l'époque, c'était une sentence de mort. Hein. Là, on disait texto, tu rentres dans le couloir de la mort. Faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas de trithérapie. Et puis, il y a le côté pestiféré. La maladie des PD, des drogués, tu vois. J'ai dragué une autre, je dis, excuse-moi, je suis un peu séropositif, c'est pas grave. Hein. Ah, projet d'avenir à mon pote. Je m'assois sur tout. Hein. Boulot, faire des enfants. Je me suis dit, mais je fais quoi là maintenant? Quand j'ai décroché la chenouf, en fait, j'ai laissé derrière la vie de toxico, la vie de Noski, puis je suis passé sur autre chose. Et quelle année? Ça, c'est 84. À l'été 84, en fait. Moi, je me suis jamais construit d'avenir. Moi, je me suis refabriqué un quotidien. Ils marchent dans la rue comme des soldats perdus. Une croix sur le front comme seule décoration. Ils n'ont rien prévu pour leur promotion. Même pas de sourire la révolution. Tous mes camarades sont des soldats perdus. Parce qu'à la musique et aux filles presque nues, on les accuse d'avoir des... L'histoire coloniale, et puis tout le reste, hein. L'histoire du fascisme, faut connaître les trucs, faut lire. Tant que tu lis pas, tu peux te faire embobiner par n'importe qui. Le bouquin, c'est un bouclier, en fait. Il lit beaucoup, mais il a toujours beaucoup lu. Hein.
Et même, c'est un truc que j'admire beaucoup chez lui, parce que c'est quelqu'un qui a... Bon, moi, j'ai eu la chance de fréquenter l'enseignement supérieur, donc j'étais à l'université, mais lui, je veux dire, quand tu vois son parcours scolaire et son niveau de culture générale, t'es quand même sur le cul. Il a la culture générale bien supérieure à des gens qui souvent ont été très loin dans... Et ça, c'est impressionnant, je l'admire beaucoup pour ça. Il est souvent arrivé qu'on se fasse des cadeaux mutuels liés à cette histoire d'immigration algérienne, des bouquins, ou qu'on s'intéresse à... Ouais, on a ça en commun aussi. Et on s'est retrouvés là-dessus aussi. Ouais. Et aussi sur la cause du peuple palestinien. À un moment donné, il a été très très investi là-dedans. Comment tu t'es retrouvé en 1986 à faire le service d'ordre des manifestations étudiantes? Bah, c'est mon pote Fred, en fait, qui était la conscience étudiante de Colombe. Donc un jour, il m'a demandé un coup de main, il m'a dit « Ouais, demain, tu peux venir m'aider à faire le SO, en plus on va passer à côté d'Assas et tout. » Et on a été attaqué par le GUD. L'extrême droite étudiante de la fac d'Assas. La fac d'Assas. Mais ce jour-là, ça n'a pas été cool pour eux. Donc ça m'a permis pour une fois de faire un truc utile. Après, j'ai fait pas mal de trucs en banlieue, moi, en fait. Milieu associatif, ils emmenaient des jeunes, temps d'activité, comme ça on organisait des trucs. Après, je suis reparti plutôt sur la boxe. En 95, j'ai eu un besoin d'aide spirituelle. Et puis, bah, c'est à ce moment-là, je me suis reconverti. T'as renoué avec l'islam, là? Ouais. Ça m'a discipliné ma vie. Pas de défonce, pas d'alcool. Sport. Et puis, ben, quand je me suis reconverti, il y a un truc que j'ai appris. Hein. Tu coupes pas avec ton daron. C'est ton père, quand même. Pendant 10 ans, quasi, c'est pas adressé à la parole. Alors j'ai été le voir, j'ai dit écoute, j'ai pris ce chemin-là, et tant qu'on fasse la paix. Tant qu'on a fait la paix. De ce jour-là, il m'a vu comme quelqu'un de bien. S'il y avait moyen de redevenir jeune aujourd'hui et de refaire un tour de manège comme je l'ai fait de ma vie, ça non, je reviens pas. Je signe pas. C'était Skinhead de France, histoire de jeunesse. Prise de son Nicolas Mathias, mixage Claire Levasseur, archivina Stéphanie Place, réalisation Delphine Lemaire, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Philippe Roisès. C'est la fin du premier épisode. Je vous retrouve demain pour découvrir le portrait d'un autre skinhead tout aussi surprenant. France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode du documentaire sur les skinheads, Philippe Roisès et Delphine Lemaire nous ont fait découvrir le portrait haut en couleur d'un personnage étonnant, Farid, le premier skinhead de France. Une gouaille de banlieue, une voix teintée de souvenirs douloureux et nostalgiques, des silences éloquents. Un personnage attachant qui nous racontait le quartier des Halles avant qu'il ne devienne le Forum. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre jeune skinhead, peut-être un peu plus sombre, peut-être un peu plus écorché encore, mais malgré tout, attachant. C'est aussi l'histoire d'une époque et d'un mouvement. Le tout sur fond de musique, de la Oi. Oui, on dit Oi, contraction de Hey You en argot de l'Est de Londres. Un genre d'interjection du style « Et toi ?» qui veut dire tout simplement « Salut ». Tu vois, en fait, celle-là, elle fait pas trop long. Quand on l'a fait comme ça, elle fait pas trop long. Alors que tu fais ça, tu fais pas de solo, tu t'égrafes, et c'est pas grave. Allez, on fait l'us, vengeance personnelle. Skinhead, histoire de jeunesse. Un documentaire de Philippe Roisès, réalisé par Delphine Lemaire.
Deuxième partie, Geno, une dérive à la française. La tendance néo-nazie du mouvement skinhead britannique disparaît peu à peu dans les années 90. Quant à la mouvance française, elle prend progressivement cette même coloration des années 80 au milieu des années 90. Peu à peu, des groupes de gauche, parfois communistes libertaires avec les Redskins, ou tout simplement antiracistes, gagnent du terrain. Aujourd'hui, de nombreux skinheads n'ont plus rien à voir avec l'extrême droite. En 1983, j'ai connu Geno, un skinhead dont je fus proche, avant que la politique sépare nos routes. C'est son histoire que je voudrais raconter. Et je fais le tome basse. Si, au début, pour voir comment ça monte sur la cassette. J'ai connu Geno, Jean-Christophe, au collège de Mency, une petite ville, dans l'Essonne. On avait 13 ans. Arnaud, bassiste de l'Infanterie Sauvage. Génocide, c'est un pote à nous qui l'a surnommé comme ça. Bon, il l'a appelé Génocide, évidemment, parce que Geno, il faisait 1m75, 50 kilos, à peine. En fait, Génocide, ça n'a pas duré longtemps, quoi. On l'a appelé Geno quasiment tout de suite, quoi. Il a adopté le look skin. C'est venu petit à petit. C'est parti d'un look punk, le quepon à lunettes. Après, il s'est rasé le crâne, sans aucune arrière-pensée politique ou quoi que ce soit. C'est nous, moi et Phélus, qui lui avons rasé la tête pour la première fois. Voilà, on avait 16 ans. Il vivait avec sa mère et sa sœur. Ses parents venaient de divorcer. Elle était assez cool, sa mère, vraiment. Je l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit sur son look, sur ses looks. Elle a vraiment accepté, quoi. Elle l'acceptait comme il était, en fait. Je pense que elle acceptait ses choix, elle acceptait sa manière de vivre, sans aucun reproche, quoi. En fait, elle écoutait beaucoup ses enfants et leur laissait vivre leurs rêves. En fait, je rencontre Geno par le biais des radios libres à l'époque. TAM. Et on se rend compte qu'on est dans une banlieue proche et on sympathise comme ça, en fait. Une petite interruption dans le programme maintenant pour interviewer Génocide. Génocide, tu m'écoutes? Il a un semblant de coupe Iroquois, puis il a des petites lunettes. Alors je t'explique que je suis chez mes repas, et que si je me fais Iroquois, je me fais vider la gueule. Mais bien sûr. Ta gueule, bon, on va passer puis, là. Attends, j'espère qu'il écoute pas, parce que sinon on va pas venir te chercher tout à l'heure. Non, parce que ta maman, là. Je la soudoie. Et c'est quelle année? Ça doit être en 81, 82, juste avant mon entrée au lycée. Il abordait le sujet de son père extrêmement rarement. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de douloureux avec son père, sans doute un sentiment d'abandon. Sa mère était sans doute un peu débordée. Les peu de fois où on la voyait, c'était quand même super accueillante, super gentille, un peu comme si on était des gamins normaux, ce qu'on était sûrement d'ailleurs. Ouais, un peu babacool, post-68. Il y avait un espèce de côté un peu intello, décontracté, pas du tout bourgeois, il n'y avait pas d'argent chez eux, il y avait peu de meubles. Fabrice. Peu de meubles, une belle maison, mais il y avait peu de meubles, on sentait que ça devait être un peu dur. On était toujours reçus dans le garage, puis vu les troupes qu'il y avait, c'était infernal. On se retrouvait vite à entre 20 et 30 personnes chez lui. On commence par... tous avec moi, vengeance personnelle. Alors on a formé le groupe, l'Infanterie Sauvage, en janvier 82. Geno était vraiment la locomotive de tout ça. C'est-à-dire que nous, on avait des rêves, certainement, mais c'est lui qui a pris ça en main, quoi. Donc Geno, lui, voulait se mettre au chant, il y avait donc Phélus. Mourad, à toi. Mourad, c'est vrai qu'on l'a connu en 82. Phélus, Geno et moi, on s'est connus en 78, quoi. On était vraiment une bande de potes qui nous aimions. Je pense, on prenait soin les uns des autres, même dans nos conneries, quoi. Je suis devenu avec le tabac, dans la rouge comme si matin, on voit les choses que tu vas pas, on sent les trucs que tu ne comprends pas, on tes baskets, que tu paillettes, Coca-Cola, nous on se souvient à la bière, et dans la nuit on se sépare pas, car tu diras le bateau, car tu es mal déboulé, que tu passes la nuit en poste dans toutes les bricolées.
C'était une vraie amitié. D'ailleurs, dans le morceau Nuit Blanche, il y a cette phrase assez emblématique de l'époque où c'est dans la nuit, on se sépare pas, qui représente bien la solidarité qui pouvait exister entre les membres du groupe, d'une part, mais aussi tous les gens qui gravitaient autour. Alors on est où ici? Écoute, là on est sur les bords de Seine à Corbeil, au lieu de simili-débauche à l'époque. En fait, comme il n'y avait pas grand chose à faire dans le coin, les week-ends et les soirs on venait se perdre sur les bords de Seine pour boire quelques bières et faire la conversation au cygne aussi. Geno, c'était vraiment pas le mec qui se prenait au sérieux, quoi. C'était le blague sur blague, toujours de bonne humeur, toujours prêt à déconner, un bon mot pour tout le monde, le bon camarade, quoi. Et puis un mec super fidèle en amitié, qui te tourne jamais le dos. Pas du tout d'écoute. Tu allais pas le voir pour lui dire je vais pas bien, je me suis disputé avec ma chérie ou mon chat est mort ou quoi que ce soit. C'était très très dur de lui arracher 5 minutes d'intimité. Il détestait ça d'ailleurs. Il était très très pudique et fuyant au niveau de l'intimité. Dès qu'il y avait plus de 2 personnes dans une pièce, il était en représentation, donc pas de profondeur. Geno a besoin à l'époque d'être entouré, d'être dans un milieu effectivement un peu clos où il est en pleine confiance et il n'y a que des gens qui lui ressemblent. Je pense qu'il était en même temps très entouré, en même temps très seul. Pense à tous les mecs sans mec qui passent en bas, Fleury, le cœur approché. Oui, à cette chaîne, qui dans la lune on les voit, tout allez on les voit, qui dans la lune on les voit, tout allez on les voit. Par ses textes, c'est lui qui a donné l'identité du groupe L'Infanterie Sauvage. Les paroles de Geno, quoi, qui déjà qui s'attaquait à des sujets, voilà, qui s'adressent à la classe ouvrière, la working class. Moi, qui étais issu vraiment d'un milieu, voilà, modeste, mes parents étaient gardiens d'immeubles. Avant, mon père travaillait à l'usine et ma mère était sans emploi. Je sais pas, il avait une sorte, je vais pas dire fascination, c'est quand même trop fort, mais il était intrigué. Sa mère était prof, son père était ingénieur. Il vient d'un milieu pas riche, mais disons, on va dire la classe moyenne. En tout cas, il se sentait bien dans ce milieu de gens peu aisés. Alors le Working Class Hero, comme concept, on peut pas dire qu'il était vraiment affilié à ça dans son vrai milieu familial. Pour autant, il a fait tout ce qu'il pouvait, à tort ou à raison, pour s'en extirper. Il s'est pris en arrêtant l'école, en allant bosser à l'usine le soir, la nuit, pour sans doute trouver une espèce de légitimité vis-à-vis du mouvement qu'il voulait à tout prix rejoindre. Enfin, son passage nocturne à l'usine, ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps, parce que je pense que c'est un peu dur. Geno, dans sa tête, il avait pas un père d'origine cambodgienne. Parce qu'il nous parlait jamais de son côté cambodgien. Jamais. Il nous parlait par contre toujours de son grand-père maternel, qui était un stit, je crois, de sa grand-mère, de sa tante, de son côté maternel. Pour lui, il était français naturellement, et sans pour autant le revendiquer de façon politique, ça avait une certaine importance pour lui, je pense. Une façon pour lui d'occulter cette filiation cambodgienne en affirmant l'autre côté, et le côté français. Il y a un texte qu'il écrit en 83, J'irai revoir ma Normandie, où il parle de défendre la France. C'est pas impossible qu'il ait joué sur une espèce de corde sensible du patriotisme, surtout vis-à-vis de Mourad en tant qu'Arménien, en lui disant que c'était juste dire, voilà, j'aime mon pays, ça va pas plus loin. Et puis c'était quand même un peu l'as des pirouettes. Je pense que aucun membre du groupe n'a saisi à l'époque la portée de ce texte, comment il pourrait être récupéré, alors que
commençait quand même à poindre le début du nationalisme dans le mouvement skinhead. En 1984, on a commencé à voir le public qui se transformait, quoi, petit à petit. Il y avait de plus en plus de skins. On commençait à être mal à l'aise avec ça c'est clair. Et c'est vrai que je l'ai jamais vu, lui, en rajouter, les exciter. Je l'ai même vu, lui, les calmer, leur dire « Ah, les gars, arrêtez !» Viennent se greffer, effectivement, un certain nombre de personnes, pas toujours invitées officiellement, qui, effectivement, font qu'il y a un peu plus de tension, et que c'est un peu plus dur, l'ambiance. Pour le coup, c'est des invités qui eux vivent dans un contexte beaucoup plus dur que le nôtre, et on peut s'autoriser à penser qu'il y avait une certaine fascination de Geno pour ces gens-là. C'était le 9 juin 84, concert de Juvisy-sur-Orge. Ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de skinheads. Et il y avait nos potes aussi, toujours, nos potes historiques. Ce jour-là, il y a vraiment eu des débordements, quoi. C'est-à-dire les skins qui ont commencé à taper sur nos potes, sale ambiance, quoi. C'est d'abord faire un peu régner la terreur dans la salle, parce que c'est eux les plus vieux, les plus durs, les plus habitués à ce genre de rixes et de provocations. Et puis c'est sans doute des provocations politiques avec quelques bras tendus devant la scène. Les saluts nazis. Les saluts nazis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Mourad, qui était vraiment, alors lui, ça était déconfit, vient le voir entre deux morceaux et il dit à Geno, putain, tu dis à tes potes de se calmer là, parce que ça va pas le faire. Donc voilà, le morceau commence et ça continue. Et Geno là dit rien, dit pas à ses potes de se calmer. Justement, ce concert a été enregistré. J'ai pas dit, c'est pas ça du nazi qu'on joue. J'aurais dit, faites pas ça du nazi, il faut... Mourad pose sa gratte et se barre. Nous, on va le voir, qu'est-ce qui se passe? Il fait non, mais là, ça y est, les gars, c'est fini, là. Vous pouvez faire n'importe quoi, moi, c'est fini. Moi, je ne joue plus dans ce groupe. Ça va, c'est fini. Je me barre. Alors, après la séparation du groupe, on s'est quand même un peu perdu de vue. Je dirais un peu, on s'est vraiment perdu de vue. Geno traçait vraiment sa route, il appelait plus, moi je l'appelais plus, donc ça s'arrête net, quoi, quand même, hein. Tu l'as en travers. On se voyait plus, parce que on avait pris des chemins, enfin moi je continuais le mien, lui avait pris un chemin radicalement différent. Pour autant, ça n'effaçait pas l'amitié qu'on avait eue auparavant. Je n'ignorais rien de ses orientations politiques, je n'y prenais pas part, et lui, quand on se croisait, n'en faisait pas une démonstration ostentatoire. Donc j'avais pas à pardonner, pas pardonner, excuser, comprendre ou quoi. On se croisait comme deux potes, entre deux trains, on se serrait la main, tu vas bien, et ça s'arrêtait là. Et à ce moment-là, on est grosso modo 1985, ça veut dire que vous avez 20 ans? Moi j'en ai un peu moins, mais oui, lui a 20 ans. Le départ à Londres de Geno et la rencontre avec Ian Stewart, c'est probablement le tournant absolu, la reconnaissance qu'il recherchait à tout prix. Alors, Ian Stewart, c'est le chanteur de Screwdriver, qui est un groupe punk à l'origine, et qui devient le groupe emblématique du mouvement skinhead national-socialiste. Néo-nazi. Néo-nazi. Geno, qui devient le skin français intronisé auprès du roi d'une partie des skins anglais.
Je l'avais quand même revu entre 84 et 86. Je l'ai vu sans lunettes. Il avait des lentilles. Il avait des tatouages sur la joue, des tatouages dans le cou. Il avait les sourcils rasés. Et il était plus costaud. Je sais qu'il avait toujours un complexe d'infériorité, comme il était très maigre, il avait des lunettes, ça a toujours été un peu le clown. Le clown, il avait une gueule marrante, quoi. Voilà. En tout cas, il faisait pas peur. J'imagine qu'il lui manquait quelque chose. Peut-être que c'est ça. Il voulait que les gens le respectent physiquement. Voilà. Je savais avec qui il traînait, quoi. Ça, c'est clair. Pour moi, c'était mon pote d'enfance, comme un frère. Donc, je lui pardonnais. Si j'avais enlevé mes lunettes de fratrie, c'était clair, quoi. Il suffisait de le regarder pour savoir qu'il était devenu comme les autres skinheads de sa nouvelle bande, quoi. Alors Geno, c'est quand même un des tout premiers à s'être tatoué le visage, à avoir affiché skinhead sur le front. Il affichait clairement ce qu'il ne pouvait pas afficher dans le côté bagarre ou présence physique brutale. C'était pas un violent, je sais même pas si s'est déjà battu une fois dans sa vie. Alors consciente ou inconsciente, le suicide social de Geno, il était quand même de toute façon déjà pas mal avancé puisqu'il avait quand même une inactivité professionnelle ou scolaire assez marquée. Je suis pas persuadé qu'il ait eu la réflexion de se dire ouais mais si je fais ça je me crame. Il n'y a pas vraiment de début des riffs, parce que il y a des étapes en fait. Il y a des étapes, il y a des paliers, des marches. S'il y a bien une personne dont on peut dire qu'il a été le pire ennemi de lui-même, c'est Geno. Il fait un nouveau groupe. Mon Dieu. Totenkopf. Ouais. Donc c'est tête de mort en allemand, et c'est pas n'importe quelle tête de mort. C'était ce qu'avaient les SS sur leur chapeau, les médailles. Et puis des paroles horribles. Les trucs les plus horribles que tu puisses imaginer, qui prônent une suprématie de la race blanche. Il y a des mots dedans comme barbelé, extermination, passage à tabac. Pour moi, l'extrême droite n'a été qu'une folie dans laquelle il s'y a engouffré parce que c'était la chose la plus extrême. Mais il aurait pu s'engouffrer dans autre chose. Des gens de tous bords lui ont dit « Geno, lâche l'affaire, t'es en train de te perdre. » Et des gens d'extrême droite eux-mêmes. J'ai vu Geno se prendre des mornifles, enfin des tartes dans la figure. Il avait plus sa place nulle part. Les derniers mois où je le croisais, il se traînait. Et Geno devenait l'ombre de lui-même, en fait. Plein leader charismatique, il est devenu un peu pathétique. Tout à coup, c'est plus drôle du tout. Ça sentait le flic, les renseignements généraux. Et là, tu commences à avoir des gens qui sont fans d'armes blanches qui te sortent dans des soirées où ça devient plus drôle du tout, qui te sortent des couteaux, des choses comme ça. À l'époque, il y a eu des bouffes où il y avait des armes. C'était incroyable. Il y avait des grenades, des fusils de chasse avec des canonciers. On rentre dans un truc qui est plus du tout folklorique. Moi, j'avais décidé, de partageant pas ces opinions-là, de pas les suivre là-dedans. Qu'est-ce que tu sais de l'incendie du local du Parti communiste de Livry-Gargan? Ils sont allés plusieurs fois au local du Parti communiste de ce coin-là. Ils y sont allés plusieurs fois. Destruction pour clôturer avec un incendie. On précise quand même, c'est de nuit et il n'y a personne dedans. Hein. Oui, c'est ce que j'allais préciser, pas de blessés, quoi que ce soit. Et là, ça bascule grave. Au moment où ils ont mis le feu à ce local, Geno n'y était pas. Il était apparemment avachi sous. Le bébé a été viré avec l'eau du bain, il a plongé avec tous les autres. Je l'ai revu à sa sortie de prison. Il est passé chez moi. Putain, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et j'étais vraiment content de le voir, quoi. Et je l'ai trouvé apaisé. Vraiment. Sa manière de parler, son ton. Alors, je sais pas, la prison, ça a dû le secouer. Vraiment. C'est-à-dire qu'il a dû beaucoup réfléchir à jusqu'où il était allé.
Et il me parlait d'avenir. C'est peut-être la seule fois où il m'a parlé d'avenir, bon, d'avenir proche, hein, bien sûr. Il m'a même parlé qu'il s'était renseigné pour se faire détatouer sur le visage et le cou, qu'il allait se reprendre et arrêter ses conneries, quoi. Je sais pas s'il avait un double langage, c'est-à-dire qu'avec moi, il me dit ça, peut-être voilà, pour me rassurer ou je sais pas quoi, et peut-être qu'avec ses potes skin, jamais il parlait de ça, mais en tout cas, double langage ou pas, il m'en a parlé. Donc, alors que je lui demandais rien. Rendez-vous avec Geno à Orléans, au Bourgogne. C'était un bar, il passait du punk à l'époque. C'était un mardi. J'attends tout l'après-midi, on boit des coups, on boit beaucoup de coups. Il vient pas. J'ai appris sa mort par Phélus, donc le batteur de l'infanterie sauvage, qui m'a appelé. Son corps a été retrouvé dans la Loire. Il est mort noyé. On était à un âge où on n'avait pas vu une mort autour de nous, et vraiment ça met un coup, quoi. Je repensais à quand on était en 4e, dans la même classe, à déconner avec les profs, l'infanterie sauvage, les nuits ensemble, les virées ensemble, les rigolades, les centaines de rigolades qu'on a pu avoir ensemble. Putain. T'as les boules, d'ailleurs, sur un truc d'immense gâchis, puis quelle connerie de se noyer. Bon, c'est toujours un gâchis quand t'as un môme de 21 ans qui meurt. On meurt pas à 20 ans. On meurt pas noyé dans la Loire en voulant aller sur une île où il y avait soi-disant une fête, je sais pas quoi, pour faire le beau, enfin... Je crois que c'est au fond, près du carré des enfants. On est sur la tombe de Geno. Malgré des souvenirs un peu confus, il y a un petit peu d'émotion. Ils ont retrouvé le corps assez longtemps après. Voilà, donc je te passe les détails de l'état du corps a priori. Moi j'ai appris son décès par un ami de la famille. On pense uniquement à Geno en fait. On réfléchit pas un seul instant à se dire ouais, on se voyait plus pour telle ou telle raison en fonction des individus. On a du mal à y croire en fait. Je suis venu à l'enterrement, c'était pesant parce que on perdait un ami cher. Mais je me souviens de son père qu'on a vu, en tout cas pour ma part, je pense pour la première fois, et qui était extrêmement seul, démoli et seul. Les gestes déplacés, j'ai occulté sans doute une partie de ces souvenirs. Alors est-ce que j'ai tourné le dos? Est-ce que j'ai pas voulu retenir? Est-ce que je voulais pas me souvenir? Il semblerait qu'effectivement, on ait déposé la guitare de Geno et que un salut nazi ait été effectué autour de la tombe, en comité restreint. Il me semble qu'effectivement, certaines attitudes en présence de la famille et de la détresse de la famille auraient pu être évitées. Sans lui qui tire tout le monde, là, comme un forcené, je pense que moi, j'aurais jamais fait de zik, ça c'est clair, c'est sûr. Et de fil en aiguille, jamais j'aurais bossé dans une boîte de disques. Et là, en ce moment, jamais je serais devenu monteur, quoi. Personnellement, grâce à lui, j'ai pris vraiment confiance en moi. Et c'est des choses que j'oublie pas, quoi. Tu penses, toi, qu'il aurait encore changé, encore évolué, s'il n'était pas décédé si tôt? J'aime à penser que oui, je pense que c'était de toute façon quelque chose d'assez éphémère. Je pense qu'il a réfléchi à tout ça. 1964, 1986, il avait 21 ans, il n'avait pas 22 ans en fait quand il est décédé. Oui, c'est un môme.
Noël, la sœur de Geno, a refusé d'être interviewée. Mais elle a accepté que je lise le courrier qu'elle m'a envoyé, confirmant ainsi toutes nos suppositions. Jean-Christophe a développé depuis son enfance une certaine violence envers lui-même, une forme d'autonégation, par manque de confiance en lui et par difficulté de communication. Il devait nier sa part asiatique par conflit avec son père, mais aussi parce que celui-ci, par opposition à son propre père, rappelait souvent être français. Après le divorce, il n'y avait plus vraiment de règles à la maison. On était juste financièrement, la maison sentait le vide, l'absence. Il avait besoin des autres, de reconnaissance, d'appartenir à un groupe, d'être quelqu'un, exister, mais il ne savait pas comment. Nous avons été élevés du côté de ma mère, dans une famille avec des valeurs profondément humanistes, égalitaires, altruistes. Ma mère s'est toujours engagée dans des projets humanitaires, d'aide et de défense des immigrés et d'alphabétisation. Son soudain parti pris, en parfaite et totale contradiction avec son éducation, n'était forcément que provocation. Jean-Christophe et sa mère étaient vraiment très très liés. Bien qu'il la traitait de tous les noms, il l'adorait. Je peux vous dire que je l'avais moi-même trouvé changé à son retour de prison, plus calme, grandi. Nous avions pu discuter presque en adulte, et j'avais même réussi, avec une pauvre fierté de petite sœur, à lui faire reconnaître l'incohérence ridicule de ses derniers partis pris. Il en avait souri et rougi. Je pense qu'il était en train de changer. Il est mort d'un accident lié à son comportement suicidaire. Je suis profondément persuadé que mon frère n'était dangereux que pour lui-même. Hypersensible, hyper fragile, hyperactif, hyper turbulent, hyper ou rien. Hyper semblait son seul choix possible. 31 ans plus tard, mon frère me manque encore. Et je pense souvent à qui il serait devenu aujourd'hui. C'était Skinhead de France, histoire de jeunesse. Prise de son Nicolas Mathias, mixage Claire Levasseur, réalisation Delphine Lemaire, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Philippe Roisès. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Krenoun dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. S'il vous plaît, venez désarmer. Mais c'est une autre histoire.